Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux rencontres de Pétrarque à Montpellier, toujours en direct jusqu'à 18h depuis la cour Soulages du rectorat, édition exceptionnelle cette année puisque nous célébrons le 30e anniversaire de ces rencontres en réexaminant quelques-uns des grands thèmes autour desquels nous nous réunissons depuis 1986. Et c'est encore un vaste sujet qui nous attend aujourd'hui puisqu'il s'agit rien de moins que d'interroger la France et ses valeurs. Des valeurs qui prétendent à l'universel, la liberté, l'égalité, la fraternité, des valeurs constitutives de notre République, laquelle, nous dit l'article 1er de la Constitution, est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Alors dans quel état sont ces valeurs aujourd'hui? Leur solidité est-elle à toute épreuve? Leur universalité est-elle malmenée? Et ne sont-elles pas surtout invoquées pour ne pas avoir à être véritablement appliquées? Ce sont donc là encore, quelques-unes des questions que nous allons essayer d'aborder pendant cette heure. Et nous allons le faire avec trois invités, à commencer par vous, Louis Georgetin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France. Vous militez en particulier pour la mise en place d'une politique de réparation de l'esclavage. Vous êtes par ailleurs fondateur de la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Et puis vous êtes professeur de littérature française à l'université d'Orléans. Pour échanger avec vous, Rachid Benzine, bonjour. Bonjour. Islamologue, vous êtes chercheur associé à l'Observatoire du religieux, qui se trouve à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, où vous enseignez, ainsi qu'à la faculté protestante de Paris. Vous avez publié cette année « La République, l'Église et l'Islam, une révolution française », une conversation avec le père Christian Delorme aux éditions Bayard. Notre troisième invité était déjà là hier dans ce que l'on appelle dans la tradition de Pétrarque le second cercle. Il s'agit de Patrice Maniglier. Bonjour. Bonjour. Philosophe, maître de conférence à l'université Paris-Ouest Nanterre La Défense. Vous y enseignez l'esthétique et la philosophie française contemporaine. Vous êtes un ouvrier de la pop philosophie. Ça, c'est la façon dont Jean Birnbaum, il y a quelque temps, vous avez présenté dans un portrait qui vous avait consacré. Louis Georgetin, c'est à vous que je voudrais poser la première question, mais cela dit, elle s'adresse à tous les trois. Interroger la France et ses valeurs, je dois dire que quand on a décidé de retenir ce thème, je me suis un petit peu posé la question de savoir si ça n'était pas une question un petit peu trop nombriliste. Est-ce que vous seriez d'accord pour me rassurer ou bien est-ce que vous iriez peut-être dans ce sens-là ? Il me semble que vous avez raison. On parle souvent de valeurs françaises, l'exception française. On parle aussi de valeurs européennes. Et la France se targue bien souvent de défendre des valeurs universalistes, alors qu'elle est effectivement un pays souvent autocentré. Et vu du reste du monde, nous avons cette réputation d'arrogance, d'un pays extrêmement ethnocentré, et c'est la question qui est posée aujourd'hui. Finalement, cette ouverture à laquelle nous aspirons est-elle véritablement vérifiée? Qu'en est-il? Nous avons le sentiment parfois en France de certains déclins. Que sont ces valeurs devenues, si j'ose dire? C'est un peu le débat du jour. Vous avez raison. Est-ce que vraiment des valeurs françaises, ça a du sens? C'est-à-dire que rattacher le mot valeur à un espace national, est-ce que ce n'est pas déjà dévaloriser la valeur? Est-ce qu'une valeur nationale, ça a vraiment du sens? Rachid Benzine. Oui, effectivement, on peut s'interroger sur la valeur de nos valeurs et que finalement les valeurs ont aussi une histoire. Et ce qui est très important, c'est que la question des valeurs françaises, il faut à la fois les définir, mais ça va aussi par rapport à la question de l'identité. C'est-à-dire que ces questions de valeurs ne se poseraient pas si finalement l'identité française elle-même ne posait pas un problème dans la manière dont elle se définit elle-même. Et je trouve que cette obsession sur les valeurs, finalement par des principes, parce que nous sommes souvent dans l'abstraction, parce que même notre idée de la République qui est une et indivisible comme le Dieu des monothéistes, nous pose aussi un problème. Et ces valeurs-là, il va falloir à un moment savoir comment les articuler dans le quotidien et comment les articuler à travers toutes les sédimentations des populations qui constituent, je dirais, ce peuple français. Je propose qu'on achève ce premier tour de table par cet exercice un petit peu critique. Patrice Maniglier. Oui, alors on commence par critiquer la question, d'accord. Et après on y adhère massivement. C'est l'ordre du jour. Ok, alors... non, je dirais juste une remarque qui est que, bon, évidemment, on a tous une inquiétude dès qu'on parle de valeurs françaises, et je pense que c'est quelque chose qui nous réunit, mais qu'on a tendance justement à
poser la question des valeurs dans leur rapport avec des noms propres, parce que la France est un nom propre, le nom propre d'une collectivité qui a à la fois un territoire et une population, ce qu'on appelle une nation. Enfin, ce qui est important, c'est que ce soit un nom propre. Donc, comment est-ce qu'on peut attacher des valeurs à un nom propre? C'est parce que cette incarnation singulière a fonction d'exemplarité, d'une manière ou d'une autre. Je vois pas d'autres raisons d'attacher des valeurs à quelque chose qui a un nom propre. Et il me semble que cette exemplarité, on a tendance à la voir uniquement rétrospectivement du point de vue des valeurs du passé, de ce que la France aurait incarné dans le passé. Or, il me semble qu'on ne peut porter des valeurs que si on a un projet d'avenir. Autrement dit, les valeurs de la France, s'il doit en avoir, elles sont de l'avenir. Et je ne vois pas que les Français, je ne sais pas, ou les gens qui sont sur les territoires gérés par l'État français, je ne vois pas que ces gens se mobilisent, c'est-à-dire se mettent en mouvement collectivement dans un projet qui projette loin devant eux quelque chose d'exemplaire d'abord pour eux-mêmes et qui éventuellement intéresse le reste du monde. Mais ce qui veut dire tout simplement que s'il y avait des valeurs françaises, c'est parce qu'il y a eu une révolution. Et en même temps, hier, on citait Sartre, on citait le vieux Sartre à propos de sa naïveté à l'égard du progrès, qui s'accrochait à sa naïveté à l'égard du progrès en disant « Oui, le progrès, je sais qu'il y a eu des conséquences sanglantes, mais je veux m'y accrocher, c'est ma dernière naïveté ». Le vieux Sartre, dans ces mêmes textes, c'était en 1980, dans ses entretiens, Sartre qui avait préfacé Frantz Fanon, enfin qui a pas toujours été du côté d'un amour du nationalisme et de la France, etc. Et qui, donc, dans ses entretiens, à la fin de sa vie, disait à propos de la guerre d'Algérie, nous étions dans une situation fâcheuse, étant donné que malgré tout, nous luttions contre la France et avec des Algériens qui ne nous aimaient pas beaucoup, bien que nous fussions pour eux. Ça nous mettait dans une situation assez particulière, une situation de malaise, de plus grande violence, d'attitude tranchée parce que c'était plus facile. La France, c'est quelque chose qui existe pour moi, déclare Sartre à la fin de sa vie. La France, c'est quelque chose qui existe pour moi. Il m'était désagréable d'être contre mon pays. Donc il y a toujours cette espèce de va-et-vient, vous voyez, même chez Sartre, un peu comme on parlait du progrès hier en disant que c'est une notion dont on ne peut pas ne pas vouloir se débarrasser, en même temps dont on ne peut pas ne pas avoir besoin à un moment donné. Est-ce qu'il n'y a pas de la même manière avec cette idée de France, quelque chose dont il est difficile quand même de se débarrasser comme ça aussi rapidement? Louis-Georges Tin. Il me semble qu'il y a quelques décennies, on parlait beaucoup plus d'humanisme. C'est un mot qui fait extrêmement désuet aujourd'hui. Et on parle aujourd'hui plus de valeurs nationales, d'identité nationale. Et je ne suis pas sûr que ce concept ne soit pas déjà désuet, justement. Qu'il faille porter des valeurs, c'est incontestable. Qu'il faille les rattacher à un territoire me paraît plus discutable. Et ce que l'on porte, c'est des valeurs, mais qui doivent être au-delà justement du pays dans lequel on se situe. Car si mes valeurs sont françaises, qu'en sera-t-il lorsque j'aurai franchi la frontière ? Est-ce que c'est erreur au-delà des Pyrénées, vérité en deçà, valeurs d'un côté et des valeurs Mais c'est paradoxal, Louis-Georges Tin, parce qu'en même temps, vous-même, vous êtes un pur et un très beau produit d'une certaine France méritocratique, républicaine et normalienne. Vous êtes normalien, vous êtes un spécialiste de la littérature française, vous avez fait une très belle thèse sur la littérature française. Est-ce que vous pensez d'une certaine manière, puisqu'effectivement il y a cette idée d'exemplarité, la France, ça devrait être un certain fantasme ou une certaine réalité d'une valeur ou deux valeurs qui doivent rayonner plus largement que la France, effectivement depuis 89 et au-delà. Vous-même qui avez créé la Journée mondiale contre l'homophobie, est-ce que vous pensez que, ne serait-ce que ce geste-là, aujourd'hui cette Journée mondiale est respectée dans beaucoup de pays à travers le monde, est-ce que vous ne pensez pas que ce geste-là, chez vous, s'est inscrit quand même quelque part dans une certaine idée de cette exemplarité française et de son histoire? Alors, il est certain que je suis un citoyen français, que je suis à la croisée de beaucoup de traditions françaises, martiniquaises et autres. Mais lorsque j'ai essayé de lancer ces initiatives, quoique pétries de traditions françaises, je n'ai pas essayé de les définir en tant que françaises. Justement, c'est une journée mondiale contre l'homophobie, et ce combat, s'il vaut, ne vaut que s'il est universel et s'il n'est pas uniquement franco-français. Et c'est vrai que ces valeurs, on peut me les attribuer, on dit parfois aussi que je les conteste, et je n'essaie pas de me positionner par rapport à cela. Au fond, je défends des valeurs, mais je m'inquiète assez peu de savoir si elles sont françaises. Ce qui m'importe, c'est qu'elles vaillent, et qu'elles vaillent pour tous.
C'est sans doute, je ne sais pas si c'est la manière d'ailleurs dont vous abordez également cette question, Rachid Benzine, mais l'idée en tout cas d'assigner des valeurs à un territoire, ça n'est justement pas l'ambition que peuvent avoir les valeurs universelles qui sont portées par la France, et en tout cas par celles qui sont nées avec la Révolution française. Il est clair qu'on espère toujours que les valeurs que nous défendons soient universalisables, parce que l'universel n'existe pas, il n'existe que des processus d'universalisation. Et c'est très intéressant de faire la généalogie même de ces valeurs et les valeurs que nous défendons aujourd'hui, la liberté, égalité, fraternité, par rapport à l'ancien régime qui lui prônait d'autres valeurs. Donc on voit bien que les valeurs émanent à un moment, je dirais, dans un territoire donné, lorsqu'il y a une pensée, lorsqu'il y a, je dirais, une véritable réflexion autour de ce que nous voulons défendre, même si c'est à travers ces valeurs, les valeurs de la Révolution française, les valeurs de la Lumière, nous avons été parfois contre nos valeurs. C'est-à-dire que le phénomène de colonisation est finalement contre les valeurs que nous avons voulu défendre. C'est-à-dire que avoir des valeurs, c'est très important, mais être capable de les inscrire dans une promesse et être capable aussi de voir que ces mêmes valeurs sont capables de donner le meilleur et le pire est quelque chose d'intéressant. Ce qui est gênant aujourd'hui avec le discours des valeurs que nous entendons, c'est que finalement, en France, on a encore du mal à faire le deuil de la logique de l'empire. Nous ne sommes plus dans la logique de l'empire, nous ne sommes plus l'universel. C'est-à-dire qu'il y a d'autres cultures à côté qui prétendent elles aussi je dirais, proposer des valeurs universelles. Donc nous avons un conflit des universaux et il faut bien voir que nos universels, je dirais que nos universaux sont inscrits aussi dans une histoire et qu'on ne peut plus les imposer au reste du monde et que le reste du monde peut aussi venir contester et critiquer nos valeurs. C'est là où nous avons un peu du mal. Mais en quoi Rachid Benzine, alors pour rester sur ce triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, en quoi ces valeurs-là, ou une d'entre elles, seraient inappropriées, par exemple, pour le reste du monde? En quoi elles n'auraient pas justement cette force d'universalité? Au nom de ces mêmes principes, nous avons voulu, je dirais, à travers le phénomène de colonisation, réduire l'autre à nous-mêmes. Et c'est là la grande difficulté que nous avons avec l'universel français. C'est-à-dire que cet universel français a du mal aussi à accepter cette idée de la diversité. Et on voit bien que même dans le cadre de la société française, avec tous ces débats sur la question de l'identité, quelle est la place de l'autre dans la composition de ce que Paul Ricoeur appelle l'identité narrative de la société française. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a le récit national, quelle est la place de l'autre dans ce récit national? Patrice Manéglier. Oui, alors si on cherche à savoir comment aujourd'hui on identifie ces valeurs associées à la France, il me semble que c'est ce qu'on appelle le discours républicain qui est dominant. Alors notamment tous les thèmes autour de la laïcité ont été des lieux particulièrement critiques où quelque chose comme une identité proprement française, une manière proprement française de traiter le vivre ensemble serait mise en œuvre. Et là, je crois que c'est intéressant parce que ça veut dire que dans l'imaginaire collectif, un peu fabriqué en vérité par une sorte de marketing politique, je crois, la France, c'est la France de la Troisième République et de la fin du XIXe siècle, en fait. C'est la France des hussards noirs, des maîtres d'école. C'est la France décrite aussi quelque part un petit peu déjà par Flaubert, la France des comices agricoles, hein, et cette France qui existe toujours à certains égards. Vous voyez, quand vous faites des dîners avec le maire et le sous-préfet, etc., une sorte de continuité de l'État français. Donc c'est un imaginaire, c'est la France de Don Camillo. C'est la France de Don Camillo. Bon, en fait, c'est ça la France. Il faut pas exagérer trop sur ce thème. La France, c'est un imaginaire. Don Camillo qui était italien, me semble-t-il, Patrice Manéglier. D'ailleurs. Voilà. Oui, mais vous voyez le conflit. C'est la France. C'est ça la France. C'est le conflit du maire contre le prêtre, etc. Bon, c'est un imaginaire. C'est un imaginaire. Les imaginaires ou les identifications imaginaires ne sont pas rien, mais il faut pas oublier que ce sont des images à proprement parler. Alors moi, je trouve que dans ces images, c'est un petit peu... Alors, il y en a d'autres, hein. Il y a la France, effectivement, de Louis XVI. Je me rappelle à l'École normale supérieure, que Jean-Pierre Beaune mentionnait très récemment, au moment de l'anniversaire de la mort de Louis XVI, il y avait des petits mots placardés. Donc, il y a aussi cette France-là, hein, la France d'Ancien Régime, qui est toujours présente pour une minorité d'entre nous. Bref, il y a plusieurs imaginaires. Je trouve qu'il en manque un petit peu un, qui est ce que j'appellerais la France des PTT. La France, en fait, quelque part de mon enfance à moi, puisque j'ai grandi dans les années 70. Au fond, la France du service public, une France qui, pour moi, est incarnée un peu par Bachelard, vous voyez, le philosophe à la barbe fleurie,
ce brave homme, typiquement lui pour le coup méritocratique, parce que il n'avait pas fait les grands concours de la République, mais postier, il est devenu grand philosophe, etc. Et c'est la France du service public qui cherche à atténuer, je dirais, la violence des rapports sociaux par le biais des services publics, dont un des grands penseurs, comme c'est peut-être, est Léon Blum. Donc voilà, on peut opposer différents imaginaires. Je trouve que c'est cette France-là qui nous manque. Une France aussi qui a embrassé la modernisation dans les années 60 et qu'il faudrait aujourd'hui essayer de réinvestir d'autres imaginaires de la France qui sont réels, qui ont agi, que celui que, pour ne pas le nommer, par exemple, Manuel Valls veut vendre comme la France. Non, c'est pas vrai, il y en a plusieurs. Choisissez votre France et choisissez-la de telle sorte qu'elle ne soit pas trop liée aux crimes les plus graves, effectivement la colonisation, mais il ne faut pas l'oublier, la Première Guerre mondiale. Cet immense suicide collectif de l'Europe qui s'est fait au nom des valeurs des États et des nations, l'esprit français d'un côté, l'esprit allemand, la civilisation du vin contre la civilisation de la bière. C'était comme ça qu'on les présentait. Bon, ce sont des choses terribles avec lesquelles nous ne pouvons pas complètement renouer joyeusement. On ne peut le faire qu'en tremblant, si jamais on veut le faire, et en étant encore une fois conscient du fait que ce qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est chercher des modalités pour construire ce qu'on a envie de faire ensemble. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Louis Georgetin ici. Ensemble, ça ne veut pas dire parce qu'on a la même carte d'identité, ou parce qu'on habite sur le même territoire, ou parce qu'on a la même langue. Les raisons pour lesquelles on veut faire des choses ensemble, c'est parce qu'on a quelque chose à faire ensemble. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble et avec qui? Mais est-ce que la question, c'est celle du territoire? Depuis tout à l'heure, on dit, mais est-ce que les valeurs doivent être associées à un territoire? En fait, en vérité, comme vous diriez, l'idée d'un esprit français ou de valeurs françaises qui sont appelées à rayonner au-delà des frontières a rarement été associée simplement à un territoire dans l'idée des Lumières ou d'une certaine gauche ou même d'une certaine droite catholique type Bernanos. C'était l'esprit français en dehors, c'était un esprit français souverain qui rayonnait bien au-delà d'un territoire et même pas seulement à partir d'un territoire. Et de ce point de vue, cette idée, ce qui est intéressant, c'est qu'elle traverse complètement les camps politiques. On la retrouve chez des gens comme Mélenchon aujourd'hui, qui a vraiment une certaine idée de la France et de son rayonnement depuis les Jacobins, etc. Il s'inscrit complètement là-dedans. Ou chez quelqu'un comme Bernanos, donc, écrivain disparu, lui, catholique, contre-révolutionnaire, etc., qui disait toujours, il y avait cette phrase très belle qui, à mon avis, peut tout à fait se rapporter à toutes sortes de traditions politiques et intellectuelles différentes, qui disait, je cite de mémoire, l'histoire de mon pays a été faite par des hommes et des femmes qui étaient convaincus que ce pays avait une vocation surnaturelle. Ça veut dire une vocation surnaturelle au-delà, à nouveau, des frontières et même des époques. Est-ce que cette idée-là ne reste pas souterrainement très forte, y compris chez ceux qui disent qu'il n'y a pas de valeur française? C'est pas parce que quelque chose a une vocation hégémonique, voire universelle, et souvent impériale, qu'elle ne part pas de quelque part et qu'au contraire, elle n'affirme pas la singularité presque aberrante et contingente de son point de départ. Les valeurs ne se promènent pas toutes seules, en fait, hein, donc elles sont en effet incarnées. Et je crois que c'est particulièrement quand même, malgré tout, le cas de la France, hein, dans lequel la question du territoire est très importante. Pas simplement la question des frontières, mais la question des paysages a été très importante dans la construction de l'imaginaire français, et je crois l'est toujours. Si on veut vraiment parler de la France, il faut parler de ce qui la distingue. Ce qui la distingue, c'est, on le dit souvent, l'État, c'est vrai. Mais ce qui la distingue aussi, c'est, parmi les grandes nations industrielles, si vous voulez, c'est l'importance de l'agriculture. Il faut voir que la France était un pays qui est devenu à majorité urbaine uniquement à partir de 1945, alors qu'il y avait 70% de population ouvrière urbanisée en Angleterre en 1870. Donc il y a un retard de l'urbanisation en France qui est tout à fait caractéristique et qui donne à ce collectif des choses assez intéressantes. Moi, je pense par exemple que le mouvement zadiste n'est pas sans rapport. Peut-être rappeler ce que c'est que le mouvement zadiste d'un mot. Les ZAD, c'est des zones à défendre aujourd'hui, comme Notre-Dame-des-Landes, impliquent une alliance entre justement l'occupation du sol avec le travail agricole d'une certaine manière et une connexion aux questions politiques fondamentales. Donc cet enracinement, d'une certaine manière, on le trouve de manière, je crois, beaucoup plus authentique dans ce que font, par exemple, les zadistes ou ce que défendaient certaines parties de la Confédération paysanne que dans certains mystiques
de l'enracinement français. Ce que d'autres appellent aussi le terroir, même s'ils ne participent pas de ces mêmes groupes, mais qui en appellent aussi au terroir pour justement défendre ces valeurs extrêmement territoriales, disons. Louis Georgetin. Oui, je crois qu'il faut à la fois défendre l'universel et être conscient de ses mésusages. Vous avez évoqué à juste titre tout à l'heure la question de la colonisation. C'est au nom d'un certain universel peut-être dévoyé, mais en tout cas qu'on a mis en place la colonisation et ses massacres. Je donnerai une autre anecdote, mais assez emblématique. Lorsqu'au début des années 80, on a commencé à beaucoup parler du sida, on disait à cette époque, c'est la maladie des Noirs et des homosexuels. Rappelez-vous, je me suis senti doublement concerné. Et j'ai fait partie d'une délégation un jour qui se rendait au ministère de la Santé, et j'ai interrogé l'interlocuteur que j'avais en disant, je ne comprends pas, d'un côté on nous dit, c'est la maladie des Noirs et des homosexuels, et de notre côté, je vois les campagnes de prévention sida que vous faites, qui sont uniquement avec des couples blancs hétérosexuels. Il y a donc là un paradoxe. Alors, ce monsieur, qui était un spécialiste de la lutte contre le sida, n'avait jamais réfléchi à cela. Donc il fallait qu'il trouve une justification opportune, et après une réflexion relativement brève, il a répondu d'une manière brillante, oui, mais c'est parce que nous sommes universalistes. Voyez. Alors je me dis, vous avez raison de l'être, d'ailleurs le virus aussi. Le problème, c'est que le b.a.-ba de l'épidémiologie, c'est d'essayer de limiter les foyers d'épidémie là où ils sont. Donc il faut à la fois prévenir tout le monde et en même temps prévenir d'une manière particulière ceux et celles qui sont les plus contaminés. Et donc vous voyez, c'est très simple à comprendre, mais il y a évidemment derrière cet argument de l'universalisme une manière d'invisibiliser les gens, de mépriser les gens, et c'est cela que j'appelle les mésusages de l'universel. Et la première précaution à prendre lorsque l'on veut être universel, c'est de ne pas être dans la posture de Louis XIV, l'État c'est moi. L'universel, c'est moi, et c'est de comprendre justement, de faire en quelque sorte une critique de l'universel pur, de voir quelles sont les limites à poser immédiatement pour les usages de l'universel, dont certains peuvent être finalement à rebours de ce que l'universel est censé défendre en réalité. Alors là, vous touchez évidemment un point extrêmement sensible de cette discussion, qui est la confrontation entre l'universel et ce qui font les identités particulières. Jusqu'où on peut pousser la singularité, la reconnaissance de la singularité, Rachid Benzine, tout en respectant malgré tout ces valeurs universelles qui certes sont anciennes, certes sont malmenées aussi parce que elles ne sont pas toujours appliquées, vous l'avez dit, de la manière dont elles auraient dû l'être, mais comment est-ce qu'on peut trouver l'équilibre entre ce qui est du domaine de la distinction et ce qui est du domaine de l'indifférenciation? Il est à mon avis nécessaire. Un peu plus dans le micro, voilà. Il est à mon avis nécessaire de comprendre que la question des valeurs, c'est une promesse. C'est un horizon sur lequel nous devons articuler à la fois des politiques sociales, économiques et autres pour répondre à cette exigence-là. Maintenant, si on regarde la réalité, c'est que la question de l'égalité, aujourd'hui, on est dans des pays où il y a une partie de la population qui est discriminée. Sur la question de la liberté, tout le monde n'a pas accès de la même manière aux libertés. C'est-à-dire que finalement, ce qui pose aujourd'hui problème en France, c'est pas tellement la revendication de ces valeurs qui sont devenues effectivement universelles à travers le monde et qui s'acclimatent ailleurs, par exemple au Maroc, ailleurs, dans un processus d'acculturation pour savoir que, par exemple, sur cette question de la liberté, sur la liberté de conscience, comment on va l'articuler dans des pays de l'autre côté de la Méditerranée avec la culture, avec les traditions. Ça, c'est un élément important. Mais le problème aujourd'hui, c'est plutôt la trahison de ces valeurs. C'est-à-dire qu'en vérité, nous sommes dans des phénomènes d'incantation et que la réalité sociologique, la réalité économique, la réalité politique aujourd'hui de ce pays fait que beaucoup de gens se sentent complètement largués, beaucoup de gens se sentent complètement discriminés. Et que la question des valeurs, elle doit être reposée à l'aune de la réalité. Sinon, nous restons toujours finalement dans des abstractions, c'est-à-dire un citoyen abstrait, une république abstraite, et que d'un point de vue pragmatique, par exemple, face au phénomène des anglo-saxons, on a une réalité pratique. Et ces réalités pratiques, on essaye d'ajuster. Or, aujourd'hui, on reste simplement sur des aspects conceptuels. C'est beau, mais la réalité, elle est tout autre. Patrice Ménéglier, qui laisse applaudir Rachid Benzine. Quelle est la question ? Non, c'était pas une question, mais c'était pour vous faire poursuivre la discussion. J'ai pas grand-chose à dire. Ah bah alors on va passer à la suite. Par rapport à... Oui, Jean-Pierre Baume. Oui, mais moi, justement, sur ces questions de l'universel et de l'identité, on en parlait juste avant le début de ce direct, on s'était fixé comme objectif de toujours citer au moins un rappeur par table ronde.
Ça me fait penser qu'il y a une très belle chanson d'un rappeur qui s'appelle Youssoupha. Et cette chanson s'appelle Négritude. Et il y a un moment extrêmement beau où il fait entendre la voix d'Aimé Césaire à la fin de ce morceau que je vous recommande. Et où on entend Aimé Césaire qui dit « Pendant longtemps, j'ai cru que pour être universel, il fallait cesser d'être nègre. Et un jour, j'ai compris que plus on était nègre et plus on était universel. » Et ça peut valoir bien au-delà, évidemment, de la question de la négritude, c'est-à-dire une capacité à intensifier tellement son identité qu'on la fait rayonner, qu'on la porte à un point d'incandescence tel qu'elle atteint ce point qui est justement l'universel. Louis-Georges Jetin. Oui, Jean, je vous remercie de citer effectivement et Youssoupha et Aimé Césaire. Et dans la lettre à Maurice Thorez, il l'explique d'une manière très très claire. Au fond, c'est des logiques d'hégémonie qu'on a trouvées dans quantité de contextes. Par exemple, lorsque le mouvement féministe a émergé en tant que tel, dans les années 60, beaucoup de militants communistes demandaient aux féministes finalement de rallier le mouvement en disant le combat pour le communisme, c'est un combat universel, alors que le combat des femmes n'est qu'un demi-combat, c'est juste la moitié de l'humanité. Et donc on disait aux femmes, vous devriez converger vers le combat des ouvriers. Et certaines féministes comme Christine Delphi disaient, mais il y a plus de femmes en France que d'ouvriers, pourquoi ne serait-ce pas les ouvriers qui convergeraient vers le combat des femmes? Eh bien, Aimé Césaire ne dit pas autre chose. Lorsqu'effectivement les communistes reprochaient aux combattants anticolonialistes de diviser le front, on leur disait, vous avez un combat anticolonialiste qui est sympathique, mais vous devriez converger vers le vrai combat, le combat universel. Aimé Césaire a répondu en quittant le Parti communiste, pour beaucoup d'autres raisons d'ailleurs, mais au fond il y avait une forme de paternalisme, et une forme d'autoritarisme bien sûr, dans le communisme de cette époque en tout cas, qu'il ne pouvait accepter. Et il disait au fond, votre universel est un universel sans les noirs. Par conséquent, un universel blanc n'est pas universel. Et moi, j'entends représenter les sans-voix et faire émerger la parole de ceux qui n'ont pas la parole. Et cette négritude dont il parle constamment est une négritude qui inclut les hindous de Calcutta, les juifs des pogroms, tous ceux qu'on n'entend pas d'habitude. Et c'est cela qui fait la force, je crois, de cet universalisme. Et au fond, derrière le combat de mots, je crois qu'il faudrait soit réenchanter l'universalisme, soit arrêter, disons, de se faire piéger par ce mot qui souvent est utilisé en France à travers ces mésusages comme étant plutôt uniformalisme. J'entends souvent des gens qui se targuent d'universalisme, qui veulent dire en gros, vous devez être comme moi, c'est-à-dire moi, l'homme blanc, bourgeois, de 50 ans, catholique, hétérosexuel. Donc si vous n'êtes pas comme moi, vous n'êtes pas universel. Et c'est évidemment cela qu'il faut combattre, non pas jeter le bébé avec l'eau du bain et se débarrasser du mot universel, mais bien au contraire, lui donner le sens plénier, humaniste, panhumanisme si j'ose dire, qu'il aurait dû avoir et qu'il n'aurait jamais dû cesser d'avoir exactement. Rachid Benzine, tout à l'heure vous évoquiez le phénomène d'acculturation qui peut exister au Maroc par rapport à ces valeurs universelles, notamment la question de la liberté. Est-ce qu'on pourrait imaginer, puisque aujourd'hui malgré tout on examine ces valeurs françaises qui ne sont pas toutes uniquement françaises, mais dans certaines peut-être le sont, au moins historiquement, est-ce qu'on pourrait aussi imaginer un phénomène inverse, c'est-à-dire une forme d'acculturation pour la France à partir de valeurs qui lui seraient extérieures? Est-ce que ce n'est pas ça aussi ce qui inquiète énormément une partie de la population aujourd'hui? On le voit bien dans un certain nombre de résultats aux élections, c'est-à-dire la peur de voir justement ce qui fonde notre identité, même si c'est un terme extrêmement, là aussi, sensible à aborder dans le débat public, mais cette crainte que cette identité soit altérée par cet autre, par ce qui vient de l'extérieur. Oui, effectivement, je pense que la France, de par toute la politique et de la construction de l'identité, a un problème dans la manière dont elle se projette. C'est-à-dire, je dis souvent que la France, elle se voit comme un tableau de Rembrandt alors qu'elle a la gueule de Picasso. Et le jour où elle se rendra compte qu'elle a la gueule de Picasso, ça ira beaucoup mieux. C'est-à-dire que finalement, on a du mal, nous Français, à nous voir tels que nous sommes, et on a du mal à voir que l'autre peut aussi nous enrichir et nous interroger. Et interroger nos valeurs, interroger ce que nous sommes, est quelque chose de positif pour ne pas finalement nous enfermer dans notre identité. Et il est clair que la rencontre interculturelle va, je dirais, finalement faire émerger parfois des choses qui relèvent de l'irrationnel.
de l'irrationnel, va faire émerger des inconscients collectifs. Tout à l'heure, on parlait d'imaginaire, d'exclusion réciproque, et vous pouvez apporter tous les chiffres, je dirais, d'un point de vue pragmatique, d'un point de vue scientifique, face au phénomène de l'immigration, face à la réalité sociologique, à la réalité de la société française. Vous pouvez apporter tous les éléments rationalistes, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelque chose qui manque dans la manière de gérer les émotions. Et que la rationalité, elle a ses limites, il faut faire ces études empiriques, mais il y a un moment, ce qui se trame aujourd'hui dans l'imaginaire collectif français, ce qui se trame au niveau des émotions, on n'y arrive pas. Et c'est là où nous sommes finalement en panne de mythes, parce que la question des valeurs, c'est aussi la question des mythes fondateurs. Les mythes fondateurs, c'est ce qui permet à une société de se représenter elle-même et de représenter aussi l'autre et le monde. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes en panne de mythes. C'est-à-dire quel mythe nous allons mettre en avant. On a le mythe de l'égalité, qu'est-ce que nous en faisons? On a le mythe du Front National qui est dans l'idée du remplacement, dans l'idée de la résistance, qui est un mythe qui est très puissant. Et le problème, c'est ce que disait Spinoza, c'est que face à une passion, il faut être capable de proposer une autre passion. Et aujourd'hui, il manque une passion française qui soit capable d'intégrer l'ensemble des Français dans un projet collectif. Donc c'est pas un problème de valeur, c'est un problème, je dirais, de mythe fondateur qu'il va falloir reconstituer et proposer un mythe fondateur à l'ensemble de la population. Ça veut dire qu'il faut peut-être pas avoir peur d'aller sur le terrain de l'irrationnel pour répondre à cet irrationnel, plutôt que de rester justement sur quelque chose d'extrêmement, parfois aussi professoral et didactique. C'est-à-dire, on dit, voilà, vous vous trompez pour telle et telle raison, et fin de la discussion. Et c'est pas comme ça qu'on voit bien que ça n'est pas très opérant. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que les études empiriques n'arrivent pas à faire basculer les choses, et parce que on a pendant très longtemps pensé que la raison était l'alpha et l'oméga de tout, et on n'a pas suffisamment pris en compte la question de l'imaginaire, la question de l'émotion, qui font partie, je dirais, de l'être humain. Et ne pas comprendre cela, c'est continuer encore à se frapper la tête contre le mur avec toutes les études que nous avons de la sociologie, de la démographie, de la science politique, qui peuvent déconstruire finalement tous ces récits qui nous font peur, mais qui n'arrivent pas à proposer autre chose. Patrice Ménéglier, est-ce que ces valeurs françaises nous empêchent, ou en tout cas nous freinent pour aller du côté de l'émotion et de l'irrationnel? Je n'ai rien à dire. Non, je plaisante. Pas deux fois, hein. Non, je suis un peu gêné par la conversation parce que je trouve que les présupposés sont un peu lourds. Un des premiers présupposés, c'est de dire que valeur implique universalité. Et c'est pas du tout le cas. C'est pas parce qu'on est porteur de valeurs. Une valeur, c'est quoi? Une valeur, c'est quelque chose qui exige, qui a une dimension impérative. Elle n'implique pas nécessairement que son domaine d'application, si vous voulez, soit illimité. Et d'ailleurs, ça voudrait dire quoi? Universel. Ça inclut tous les êtres susceptibles d'agir, c'est-à-dire aussi les animaux. Aussi, donc quoi? Tous les êtres susceptibles de conscience, on a des problèmes déjà, donc tous les humains. C'est pas si facile. Mais valeur ne veut pas dire universalité. Au contraire, peut-être même. Valeur veut d'abord dire quelque chose qu'on s'impose à soi-même, d'une certaine manière. Donc, ça c'est un premier point. Donc le deuxième point, c'est au fond, c'est un point que faisait Nietzsche. La valeur, c'est quelque chose qui apparaît dans le cas d'une création de valeur. Toute valeur qui se veut valeur établie est déjà morte. Donc, si on veut défendre des valeurs, en fait, on est déjà parti perdant. Les valeurs, comme on l'a dit, effectivement, c'est quelque chose qu'on invente. Donc, la question n'est pas quelles sont les valeurs de la France. La question, c'est peut-être à travers les ressources d'une expérience historique collective dont le nom singulier est France, est-ce qu'il y a les moyens d'inventer quelque chose qui nous donne envie d'être ensemble? Et là, j'ai envie de dire fermement, France, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, je n'ai pas envie de faire des choses avec tous les Français. J'ai envie d'avoir des projets qui n'impliquent pas nécessairement d'avoir un mythe national. J'ai envie d'avoir des projets avec des gens qui appartiennent à des territoires différents. Encore une fois, il faut savoir qu'est-ce que c'est que la France. Donc, la France, c'est une entité juridique. C'est un État. Bien. Les Français sont des citoyens de cet État. Ça n'est pas que ça non plus. Si, ça n'est que ça. Ça n'est que ça. Après, c'est vague. Si c'est une chose précise, c'est d'abord un État. Voilà. Donc quand on dit la France et ses valeurs, on veut d'abord dire en quoi l'État français peut être défendu idéologiquement,
Et moi, je ne suis pas du tout d'accord pour faire ce travail de défense idéologique de l'État français. Je le refuse, absolument. Donc, en revanche, on est plein de petites choses, mais vous voyez, ça va être très difficile à saisir. Qu'est-ce qui fait que on est peut-être plus à l'aise parfois? Par exemple, dans les rapports entre les sexes, il y a des choses qui sont assez nettes. Des fois, on voit bien qu'en fait, moi j'ai vécu longtemps en Angleterre, on voit bien que c'est pas exactement la même chose, il y a des petites conventions, mais c'est très difficile. Ça, c'est un travail d'anthropologue. Est-ce que vraiment il y a une culture française? Je ne le crois pas. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire Sartre quand il disait ça? La France, c'est quelque chose qui existe pour moi, d'après vous? Je sais pas ce qu'il voulait dire. Je crois encore une fois que la question des identifications imaginaires est une question très forte, et que de ce point de vue-là, l'identification France doit être mise sur le même plan que l'identification masculin ou féminin ou autre, différentes formes de sexuation, que l'identification noire ou arabe ou provençale, ou etc. Donc les identifications sont des choses dont il faut dire fermement, d'une part, que personne n'y adhère pleinement, c'est-à-dire toute personne qui adhère pleinement à une identification imaginaire a un problème. Elle a un problème, en fait. C'est-à-dire, si vous croyez vraiment que vous êtes un homme, vous avez un problème, en fait. Il faut aller voir un psychanalyste ou un psychiatre, en fait, parce que vous savez bien que ça rate, en fait, l'identification. C'est un problème, l'identité, bon. Et il faut dire aussi, en même temps, que ces projections, ces mouvements vers l'identité, contribuent à notre vie, d'une certaine manière. Donc, quand Sartre disait ça, moi, je peux vous dire au moins pourquoi le signifiant français intervient dans mon travail. Parce que je travaille sur la philosophie française contemporaine, et je me rappelle qu'on a essayé de créer un centre d'études sur ce champ de la philosophie française du XXe siècle avec Alain Badiou il y a déjà de nombreuses années. Et on était très gênés parce qu'on ne trouvait pas d'autre manière de désigner le genre de philosophie qu'on voulait faire que français. Et en fait, on s'est dit, mais pourquoi pas? Parce que justement, ça veut dire qu'au fond, il n'y a pas de concept qui corresponde, de concept général, qui corresponde à cette pratique. C'est un nom propre. C'est un nom propre, ça veut dire justement qu'il n'y a pas de concept. Donc ne cherchons pas à donner un concept de France. Acceptons qu'il y a des contingences, que le fait qu'il y a des styles, on ne sait pas trop ce que c'est, et on s'insère dans ces styles. Et de ce point de vue-là, il faut bien reconnaître que oui, pour moi, ça veut dire quelque chose, Sartre, Foucault, Deleuze, plus que Quine ou que Husserl. Mais ça Patrice Manning, est-ce que ça n'est pas un point de vue que vous avez justement parce que vous êtes français, mais pour quelqu'un qui ne l'est pas et qui aspire peut-être justement à adopter la nationalité française, la France, ça veut bien dire quelque chose, et d'ailleurs, ça suppose d'adhérer à un certain corpus de valeurs et pas seulement d'y adhérer de manière extrêmement symbolique. Quand on veut être naturalisé français, on souscrit noir sur blanc à certaines valeurs. Eh ben oui, bien sûr. Bon, j'étais pas au courant. Texte officiel depuis 2011, c'est ce que j'ai trouvé. Depuis 2011. Eh ben, les candidats, oui, mais bon, ça existe, on est en 2016. Oui, les candidats à la naturalisation doivent avoir une connaissance suffisante de l'histoire, de la culture et de la société française, signer une charte des droits et des devoirs et adhérer aux principes et aux valeurs essentielles de la République. Oui, Georges Tin, ensuite je reviens vers vous, Patrice Manning. Je crois que ce sont des valeurs qui ne peuvent être affichées que pour les étrangers. Si on demandait aux Français eux-mêmes de souscrire à ce document, ils seraient tous très choqués. Je pense que si vous demandez aux Français qu'est-ce que c'est que la France, eh bien, c'est pas parce qu'il y a un substantif qu'il y a une substance derrière. Vous aurez 65 millions de définitions. Peut-être que c'est pas aux Français qu'il faut poser la question, justement. Non, mais vous voyez l'inégalité. Ce que veut dire Louis-Georges Tin, c'est qu'il y a une inégalité. Moi, j'ai pas eu à souscrire à ces valeurs pour être français. Je suis né français. J'ai pas eu à... Donc là, on crée une inégalité entre deux types de Français. Donc c'est très grave. Et ça met l'accent sur le paradoxe, en effet, de l'identité française, sur lequel Jean Birnbaum insistait tout à l'heure. Parce que ce qui a caractérisé l'identité française, c'est un certain type, et Louis-Georges Tin le rappelait, elle s'en gargarise beaucoup, d'indifférencialisme, de refus de remarquer les différences. Or, on voit bien donc l'idée selon laquelle, précisément, il y a une abstraction de la citoyenneté française. Être français, c'est justement, comme je le disais tout à l'heure, adhérer être citoyen d'un État. La citoyenneté est une abstraction. Dans l'histoire intellectuelle, les penseurs français ont opposé ce type de définition de l'identité à l'identité allemande, qu'ils considéraient comme une identité ethnique et substantielle. Le nom qui correspondait à ça pour l'Allemagne, c'était Herder. Pour la France, en fait, c'était Kant ou Voltaire. Bon. Et le paradoxe, vous voyez, c'est que cette identité qui se veut justement fondée sur la séparation ou l'abstraction entre l'incarnation culturelle et la citoyenneté, eh bien aujourd'hui, se veut une forme d'ethnie. Ça, c'est très dommage. Je voudrais quand même m'assurer que Louis-Georges Tin et Rachid Benzine partagent ou ne partagent pas d'ailleurs votre point de vue, Louis-Georges Tin.
Au fond, souvent, quand on parle de la France, on met en avant l'idée de liberté qui est effectivement le premier terme de notre devise républicaine. Et le paradoxe, c'est que finalement, notre identité est une articulation entre la liberté et la violence. C'est-à-dire que depuis au moins le XIIIe siècle, nous vivons sur le culte de l'assimilation. Et assimilation tous azimuts. D'abord, l'assimilation des différentes provinces. Le mot province, nous le savons, est déjà lié à un phénomène de violence. Il y a les vaincus. Les provinciaux sont les vaincus de l'histoire. Donc les langues dites régionales ont été ainsi promues, dominées, soumises à une logique d'assimilation. Les guerres de religion, par exemple, au XVIe siècle, pour ce qui est des protestants, eh bien, il y a des injonctions à s'assimiler, c'est le terme utilisé à l'époque, à la religion des rois. Il y a aussi, évidemment, ce qui est lié à l'émancipation des Juifs pendant la Révolution française, émancipation certes, à condition de renoncer à votre identité. Et donc, il y a une forme de violence et de liberté qui sont mêlées. Et donc, il faut que les Juifs, qui sont considérés comme dégénérés, soient régénérés par la liberté. C'est un peu ce que dit l'abbé Grégoire. Dans la colonisation, c'est la même chose. Vous devez vous assimiler à la France, c'est-à-dire renoncer à ce que vous êtes. Donc il y a à la fois, c'est ça qui est peut-être la caractéristique de la France, cette articulation d'une idée de violence et de liberté. On vous libère malgré vous, et c'est cette violence qui vous rendra libre. Et c'est ce que dit Éric Zemmour, très souvent. Il dit oui, c'est vrai, c'est violent, mais moi aussi je suis passé par là, et donc j'ai souffert, vous aussi vous allez souffrir, et il y a là quelque chose d'assez paradoïaque dans cette identité. Rachid Benzine. Beaucoup de choses à dire. Je pense que une société ne peut pas se passer de mythes et de récits. C'est très important de savoir quel est le récit que la société française se raconte elle-même. Parce que le principe d'un récit, c'est justement à travers une trame narrative de pouvoir configurer des moments d'une réalité historique, même avec un imaginaire, même avec une émotion, mais que ça permet aussi de pouvoir, je dirais, se projeter. C'est très important de savoir que la société française, ou faire France, ou France, c'est d'abord un ensemble de traditions philosophiques, de traditions, je dirais, religieuses, de traditions politiques. Il y a une sédimentation, qu'on ne peut pas faire fi de cette sédimentation pour savoir comment la France s'est elle-même construite, à la fois dans ce qu'elle a pu créer de très très beau d'un point de vue de l'universel, mais aussi des ratés, notamment au niveau de la colonisation. Là où il y a un problème aujourd'hui, c'est dans le contexte de mondialisation, dans les phénomènes, je dirais, de pluralité des cultures qui sont en présence sur le sol français, où cette idée de l'abstraction pose un problème. C'est-à-dire que l'individu lui-même s'inscrit dans une famille, dans un groupe, dans une communauté religieuse, et que l'individu abstrait n'existe pas, et que dans le contexte finalement de mondialisation ou de globalisation, où la question, où l'obsession identitaire, où la guerre des identités se pose, il est normal que à un moment une société puisse se poser, je dirais, ce type de questions, de même que le fondamentalisme religieux est aussi se veut lui aussi une prétention à l'universel. C'est-à-dire que dans sa conception de la norme religieuse, dans sa conception religieuse, il prétend que sa conception religieuse est valable, je dirais, pour tout le monde. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous avons, je dirais, des crispations identitaires, mais ce qu'il manque, me semble-t-il, à la société française, c'est véritablement un projet politique. Et c'est pour ça que il y a toujours cette idée d'un mythe qui a existé ou d'un imaginaire qui a existé, même si finalement cet imaginaire, d'un point de vue historique, on voit bien que c'est une construction sociale et historique, et contre la réalité, par exemple, de la Révolution française et le mythe que nous avons de la Révolution française, entre ce que moi j'ai pu apprendre que nos ancêtres étaient les Gaulois et ce que nous disons aujourd'hui, on voit bien qu'il y a besoin de s'enraciner dans un passé, mais dans un passé qui puisse tenir compte aussi, je dirais, à la fois de ce que Paul Ricoeur appelle l'histoire, la mémoire et l'oubli, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de construire un récit, il n'y a pas possibilité de construire des valeurs au sens de processus d'universel sans finalement revisiter c'est l'histoire de France. Et l'histoire de France, elle doit être revisitée, mais elle doit être revisitée en faisant aussi la place à l'autre. Et on le voit bien aujourd'hui. Moi, ce que je vois, c'est que la présence, par exemple, aujourd'hui, la question des valeurs, quand on voit l'ensemble des médias, elle se pose surtout par rapport à l'islam. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a l'islam en tant que religion qui est vu comme une espèce de radicalité. Et puisque nous n'arrivons pas à définir ce que nous ne sommes pas, puisqu'on n'arrive pas à définir ce que nous sommes, on se définit par ce que nous ne sommes pas. Et donc on est dans des processus, il y a nous, il y a eux. Il y a nous les Français et eux les musulmans. Ça marche aussi de l'autre côté. Et ensuite on va dire que eux les musulmans, ce sont des êtres méprisables. Par exemple c'est Houellebecq quand il dit que c'est la religion la plus conne.
Et ça va, on dit ensuite que l'islam remet en cause notre espace symbolique, c'est-à-dire la laïcité, les droits de l'homme, et tout. Et ensuite, on va dire que l'islam remet en cause notre espace physique avec des phénomènes de violence. Et donc, ce que je vois aujourd'hui, c'est que on a de plus en plus de jeunes qui sont issus de l'immigration, qui sont français, mais quand on leur dit est-ce que vous vous sentez français, ils disent nous ne nous sentons pas français. Donc il y a quelque chose que nous avons raté, et la question des valeurs, elle doit se poser à mon avis là. Qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre de jeunes qui ont grandi ici ne se sentent pas français? Et là, nous avons manqué quelque chose. Alors c'est intéressant parce que Rachid Benzine, en disant ça, vous posez la question du eux et du nous. Du eux et du nous, vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit ça vaut dans les deux sens. Et on a eu cette conversation 1000 fois ensemble. Effectivement, autant il ne faut jamais confondre islam et islamisme, et il faut toujours soutenir ceux qui, comme vous, essaient de soustraire leur foi et leur spiritualité aux fanatiques qui voudraient en faire quelque chose de dur et de sanglant. Autant vous savez très bien qu'il se passe quelque chose, non pas en France, mais à l'échelle mondiale, de radicalisation, dans une radicalisation et dans une espèce de guerre civile qui ravage l'islam de l'intérieur. Et ça pose la question de l'ennemi. C'est-à-dire que, on en parlait hier avec Patrice Maniglier, si les Français ont du mal à savoir ce qui s'associe spontanément au mot et au nom France, il y a des gens qui apparemment n'ont aucun problème, ce sont les gens qui veulent s'en prendre à la France. Et par exemple, si vous regardez le discours djihadiste n'a aucun problème à définir ce qu'est une certaine France et à définir ses valeurs comme la cible d'actes qui se déploient de mois en mois et année après année. Donc, en fait, il y a aussi cette question du eux et du nous, effectivement, et de si nous ne savons pas définir nos valeurs, peut-être d'autres sauront les définir à notre place. Oui, mais je pense que ce nous est très paradoxal, encore une fois, parce que s'il y a une société française, c'est qu'il y a, j'y insiste encore une fois, excusez-moi, un gouvernement de l'État français. Si donc on doit se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, c'est parce que de fait, par le jeu institutionnel, nous sommes amenés, tous les citoyens français, ce qui exclut les gens qui résident sur les territoires français mais qui n'ont pas la citoyenneté française, qui sont très nombreux et avec qui, malgré tout, nous devrions aussi faire collectif, mais bon, je laisse ça de côté. En tout cas, s'il y a besoin d'un mythe national, d'un récit national, etc., c'est parce qu'il y a des élections, tout simplement. C'est parce qu'il y a des élections, parce qu'il y a un gouvernement. Bon. Or, le problème, j'y insiste, c'est que s'il y a des valeurs, on a besoin de valeurs à partir du moment où, justement, on invente un collectif nouveau. On déplace les identités déjà assignées, on ouvre à d'autres, on crée des collectifs nouveaux. Par exemple, je sais pas, c'était un des problèmes qu'il y avait à Nuit debout. Le problème de l'universel, ça a été reproché effectivement à Nuit debout, le fait que Nuit debout était en fait un collectif qui était trop déterminé du point de vue de sa composition sociale, ce qui était d'ailleurs pas complètement vrai. Mais de fait, un certain nombre de gens, notamment des banlieues, n'y étaient pas. Et pourquoi ça prouve que c'est une limite? Parce que ça prouve qu'il n'est pas capable d'inventer des relations nouvelles. Or, je pense qu'il n'y a de politique authentique que lorsque des relations nouvelles se créent, c'est-à-dire que lorsqu'un collectif nouveau est tissé. Donc là, je me semble qu'on est dans un paradoxe. C'est-à-dire que si vous pensez que l'invention d'un projet de société doit passer, ou est conditionnée par le fait d'admettre que ce collectif est défini par l'ensemble des citoyens français, vous êtes perdu. Vous n'aurez pas d'invention de projet. Vous n'aurez de projet que si vous êtes capable en même temps de penser que les participants de ce projet seront des gens qui ne sont pas déjà identifiés comme étant ensemble, précisément. Et là, je dois dire, de ce point de vue-là, c'est pour ça aussi qu'il y a un problème avec la France. C'est que, en gros, du point de vue des grands problèmes de notre temps, par exemple le réchauffement climatique, la France, c'est pas une unité pertinente. Les alliances que nous devons faire, ce n'est pas nous tous ensemble français. Parce que les gens, le président de la Société Générale n'est pas mon allié dans le combat contre le réchauffement climatique. En revanche, les Indiens Guarani de Rio de Janeiro ou de São Paulo sont des alliés, vous voyez. Donc la question, si vous voulez construire une politique avec un vrai projet, trouvez vos alliés. Sachez qui sont vos alliés et ne présupposez pas que vous appartenez à un collectif donné, parce qu'il n'y aura pas de valeur. Cette notion de valeur ne sera qu'un bouche-trou idéologique à des projets politiques, en vérité assez sombres, ou sinon un peu bouffons. Et en même temps, ce discours, c'est très intéressant, parce que ce discours-là, internationaliste et sans frontières, est très très français aussi dans une certaine tradition, depuis les Lumières. Pas que, mais aussi russe, c'est aussi allemand, c'est aussi anglais, c'est aussi espagnol. Ce que je veux dire, c'est que justement, se réclamer des Indiens, etc., ça, pour le coup, c'est pas toujours très français. Je voudrais citer un intellectuel britannique, noir et d'origine jamaïcaine, qui s'appelle Stuart Hall, qui est très intéressant, qui est une des grandes figures des études
dite post-coloniale, et qui dit dans un petit livre passionnant que les Français, les intellectuels français, se réclament en permanence de l'universel, mais sont particulièrement incapables de faire la place justement à l'autre et à d'autres cultures. La différence entre les travaux français, dit-il, et ceux des autres intellectuels dans ce domaine n'est pas bien sûr que les intellectuels français ne nous ont pas aidés à déconstruire, à ouvrir ces questions, mais qu'ils n'ont jamais considéré que les ressources qu'offraient les autres cultures pouvaient permettre de poursuivre ce travail de déconstruction. Ils ne se sont jamais intéressés à l'expérience des autres pour y puiser des ressources en termes de questionnement, de contestation, de relativisation de leur approche de la culture européenne et de la civilisation européenne. Voilà la différence. C'est Louis Georgetin. Oui, nous sommes en plein aujourd'hui dans les Jeux Olympiques. Eh bien, ça me rappelle beaucoup ce qui s'était passé en 2012, lorsque Paris défendait sa campagne pour les Jeux Olympiques de 2012, qui ont eu lieu, comme vous le savez, en Angleterre, dans la perfide Albion. Et à l'époque, Luc Besson avait été chargé de faire un clip défendant la France et ce que nous sommes. Et son clip était tout à fait réussi, magnifique. On voyait le Louvre, on voyait la Seine, on voyait Montmartre. Ça avait un petit côté années 30, Amélie Poulain. Et vraiment, c'était magnifique. Et on comprenait très bien pourquoi les JO à Paris, c'était bon pour Paris. Les Britanniques ont fait un clip extrêmement différent. Dans leur clip, on voyait en passant la Tamise, mais on voyait l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, le monde entier, et on comprenait pourquoi les JO à Londres, c'était bon pour le monde. C'était pas seulement une question de stratégie de communication. Lorsque Tony Blair est allé vendre finalement l'identité anglaise, il est allé voir les pays du Sud, et notamment ceux de la France-Afrique, en leur disant le discours suivant: il paraît que vous allez voter pour la France, c'est ce que les Français disent partout. Alors, vous voyez, ça commençait mal pour les Français. Il leur a dit qu'à cela ne tienne, mais moi je constate que le gouvernement français a envoyé comme représentant le conseiller technique du sous-secrétaire d'État au sport. Moi je suis le Premier ministre de Sa Majesté. Deuxième mauvais point pour la France. Il leur a dit encore: je constate que le Niger, c'est pas le Nigeria, je constate que le Mali, c'est pas l'Afrique du Sud, et j'ai l'impression qu'il y a une différence de niveau économique. Et puisque vous ne pouvez pas vous entraîner dans de bonnes conditions, si vous votez pour moi, eh bien vous aurez accès aux piscines olympiques de Londres, aux équipementiers et à toutes les ressources, parce que nous voulons justement l'égalité, et c'est ça le fair play britannique. Voilà le discours très identitaire et très british, évidemment, qu'il leur a tenu. Mais un discours qui, pour être peut-être totalement hypocrite, peu importe, était un discours qui au moins avait les apparences de l'inclusion. Et pour qui croyez-vous que les pays de la France-Afrique aient voté ? Pour le Royaume-Uni. Et c'est ainsi qu'en mettant en avant une identité fière et magnifique, moi j'aime beaucoup Amélie Poulain, mais c'est ainsi qu'on a perdu les JO. Alors je m'en fiche un peu des JO parce que ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais enfin, pour les gens qui y tenaient, qui voulaient absolument que les JO de 2012 se tiennent à Paris, voilà comment, en étant les meilleurs défenseurs de l'identité française, ils ont raté leur coup. Et je crois que ce débat, il est très important, surtout quand il est clos. C'est-à-dire que ce qui est important dans le débat sur l'identité française, c'est de pouvoir le clore le plus vite possible une fois qu'on en a parlé. Et de dire au fond, je dis pas que c'est une fausse question, et je suis ravi d'être là, mais je dis que c'est une question qui, dès lors qu'on s'y attarde, nous entraîne peut-être vers le bas. Et c'est une question dont il faut sortir par le haut, c'est-à-dire par les autres. Et je rejoins ici ce qui a été dit de tout à l'heure, Stuart Hall ne dit pas autre chose. Alors attendez, Louis Georgetin, il y a peut-être des membres du comité olympique français qui nous écoutent. Quelle conclusion vous tireriez, par exemple, puisque vous savez que la France est candidate à l'organisation des JO, prochains JO, je crois que c'est en 2024 si ma mémoire est bonne. Quelle identité la France devrait mettre en avant, identité réelle ou fictive, justement, pour aspirer justement à faire venir le monde chez elle? Eh bien, je vous dirais que les organisateurs de cette nouvelle campagne n'ont tiré aucune leçon de leur échec passé. D'ailleurs, ils ont fait un nouveau clip qui ressemble étonnamment au précédent. Il y a d'ailleurs des athlètes antillais qui ont protesté en disant « Sur tous les athlètes qu'on a montrés, il n'y a pas un seul noir ». Pourtant, Dieu sait qu'ils sont nombreux. Monsieur Finkielkraut d'ailleurs disait « L'équipe de France est black, black, black », d'une manière relativement embarrassante, je trouve, pour ne pas dire plus. Eh bien, effectivement, on n'a pas tiré de leçons. Et donc, je crains que les mêmes échecs suivent les mêmes conséquences. Rachid Benzine. Je ne suis pas spécialiste des élections des Jeux Olympiques. L'enjeu est grave, faites attention à ce que vous allez dire quand même. Oui. Non, mais je ne sais pas, je pense que, à mon avis, ça ne se situe pas uniquement au niveau des discours et au niveau des clips. Je pense qu'il y a des enjeux... Non, mais la stratégie mise en place par le Royaume-Uni était conforme à sa communication. C'est-à-dire, là où je vous rejoins, c'est effectivement cette capacité, par exemple, dans l'Angleterre, à être inclusive.
et que effectivement nous, notre concept d'assimilation nous empêche de voir qu'on peut être français et différent, mais partager quelque chose ensemble, même en termes d'alliés, parce que le nous, il se constitue souvent par rapport à un eux. C'est-à-dire que tant que on ne se sent pas menacé, tant que il n'y a pas de problème, le nous, on a du mal à le définir. Mais, comme le disait tout à l'heure Jean Birnbaum, le fait que l'autre vous désigne, automatiquement, il y a un nous qui se constitue. Alors, ça peut être un nous qui est fantasmé. Le nous, il n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais il me semble que il y a un besoin d'un destin. C'est-à-dire que aucune société ne peut vivre sans destin. Aucune société ne peut vivre sans engagement. En donnant des gages. La question de l'engagement, elle est quelque chose de fondamental. C'est qu'est-ce que les Français se promettent et s'engagent à faire ensemble. Et je pense que cette idée de s'engager, cette idée de projet, je pense que c'est ça pour moi les valeurs. Les valeurs doivent automatiquement passer par cette notion de projet et ne pas être dans cette obsession identitaire. Et là, je vous rejoins. La question, c'est aujourd'hui les Français s'identifient à quoi? C'est une vraie question pour moi. Alors, il y a une identification avec l'équipe de France. Au départ, c'était pas facile. C'est vrai. Pour beaucoup de gens, c'était pas facile. Alors, tout à l'heure, tu disais, il n'y a pas de Noirs. Moi, je dirais, il n'y avait pas d'Arabes. Et l'autre, il va dire, il n'y a pas de Chinois. L'autre, il va dire, il n'y a pas de Bretons. L'autre, il va dire, il n'y a pas de Corse. Et on va jamais s'en sortir, finalement. Mais je pense qu'il y a très peu de lieux où, à un moment, il y a un inconscient collectif qui permet de s'identifier à quelque chose. Et malheureusement, le foot, ça reste aujourd'hui le seul espace où il y a un moment, il y a la possibilité de partager ensemble quelque chose et d'assez fort. Alors, Alain Finkielkraut ne cite pas, enfin, il n'a pas dit que Black à l'égard de l'équipe de France, nous sommes la risée de l'Europe. L'équipe de France, c'est Black, nous sommes la risée de l'Europe. Voilà. Il aimait beaucoup, naguère, citer une très belle phrase de l'écrivain Gombrowicz, que je voudrais vous restituer, et notamment en faisant réagir Patrice Maniglier, parce que là, on est peut-être au cœur de toutes les contradictions et toutes les failles qu'on creuse depuis tout à l'heure, toutes ces va-et-vient. Il disait, Gombrowicz, être français, c'est prendre en compte autre chose que la France. Patrice Maniglier. Est-ce que ça vous parle un peu plus? Ça me piège. Mais c'est le but, parce qu'il est 17h57. Voilà. Non, mais ça me permet de rebondir sur ce que vous avez dit de la citation de Stuart Hall, en ajoutant que, comme il le dit d'ailleurs au passage, un petit peu, le paradoxe, c'est malgré tout que les penseurs qui ont aidé à penser à partir des années 70, en fait, le cosmopolitisme, le nouveau cosmopolitisme, la mondialisation, la déconstruction des identités sont des penseurs français. Donc Sartre, Stuart Hall, curieusement, ne mentionne pas Lévi-Strauss, dont on peut pas dire qu'il ne se soit pas intéressé à la question des autres. Bon, bien aussi Derrida a été central justement dans l'histoire intellectuelle de Stuart Hall lui-même et de tout ce qu'on appelait cultural studies, du problème des identités, etc. Gilles Deleuze, Félix Guattari, etc. Donc, en vérité, la question pour moi est quelles sont les ressources que nous pouvons avoir pour aborder la question véritable qui est quel collectif nouveau construire, pas nécessairement entre Français, mais ensemble. Parce que j'insiste pour dire, si vraiment votre question c'est à quoi nous autres Français nous identifions, vous n'aboutirez qu'à des choses très faibles, à des âneries, c'est-à-dire à l'équipe de France, ou à Emmanuel Macron, ou à Nicolas Sarkozy. Bon. Donc, il n'y a de projet que pour une société en révolution. Et pour une société plus large. Et ce sera d'ailleurs sans doute un des objets de notre discussion de demain, s'orienter dans un monde en mouvement. On quittera les frontières strictement françaises. Nous le ferons avec Corinne Pelluchon, Patrick Boucheron et Camille Grand. Ça, ce sera demain. Merci à nos 3 invités du jour, Louis-Georges Tin, Rachid Benzine et Patrice Maniglier. Merci à toutes les équipes du rectorat qui nous accueillent chaque jour pour ces rencontres de Pétrarque.